Mais merci beaucoup. Donc, c'est une présentation qui est basée sur un mémoire de maîtrise de Julie Falardeau-Papineau, qui a réalisé son mémoire il a fini il y a quelques années et qui est vogué vers des cieux professionnels depuis. Euh, et c'est un article à paraître dans le International Journal of Comparative Labor Law and Industrial Relations. Alors, c'est sur le travail forcé. Le travail forcé, c'est travailler sous la menace d'une peine quelconque. Ça peut être, la peine pourrait être retirer le permis de travail dans un pays donné, alors qu'on n'a pas offert nos services de plein gré selon la définition de la Convention 29 de l'OIT. Ça touche plus de 50 millions de personnes annuellement. Ça fait une partie intégrale des chaînes d'approvisionnement qui sont organisées autour de la sous-traitance et de l'emploi de travailleurs migrants. On estime que les pays du G20 importent plus de 468 milliards de biens à risque d'avoir été produits par des travailleurs qui sont en situation de travail forcé. Et si vous pensez que ce chiffre est élevé, il n'englobe pas les produits qui sont produits localement par des travailleurs en situation de travail forcé, parce que ça existe au Canada. Un rapporteur de l'ONU est venu au Canada, a regardé notre système de permis de travail fermé et s'est dit, ah, c'est parfait pour favoriser l'esclavage moderne. Et voici le meilleur pays au monde. OK, bon. Pas de commentaires. Je me suis dit que je ne ferais pas de commentaires aujourd'hui. De nombreux obstacles se dressent sur le chemin des travailleurs en situation de travail forcé pour qu'ils obtiennent réparation en raison notamment de la fragmentation juridique et géographique de la production. Alors, les structures corporatives étanches, évidemment, on ne peut jamais poursuivre les actionnaires des compagnies. Donc, même si les actionnaires de la compagnie sont une compagnie mère, c'est très difficile à poursuivre la compagnie mère. Un manque d'imputabilité, euh, notamment lié à la personnalité limitée des sociétés par action, mais aussi l'effet relatif des contrats lorsque la production est organisée en réseau de production, la juridiction nationale des tribunaux. Bref, toute cette fragmentation contribue à la prévalence du travail forcé. De plus en plus, la solution qui est proposée, c'est de s'attaquer au travail forcé avec les normes de gouvernance d'entreprise. Alors, l'idée, c'est de réintégrer les entreprises fragmentées juridiquement ou géographiquement et on édicte des normes de gouvernance d'entreprise, soit de façon volontaire ou de façon forcée par l'État. Donc, il y a le Modern Slavery Act du Royaume-Uni, la loi canadienne S-211. Il y a, donc, Christine va nous parler. La loi California Transparency and Supply Chain Act, qui était la première du genre. Donc, ça, c'était des normes de divulgation, tout simplement divulguer ce que vous faites pour empêcher qu'il y ait du travail forcé. Il existe aussi des normes de vigilance, c'est la raison pour laquelle je disais que mes collègues françaises étaient plus avancées que nous, parce que là, il faut faire vigilance pour pas qu'il y ait de travail forcé, ou au moins, du moins, rapporter quelles mesures de vigilance on prend pour pas qu'il y ait de travail forcé. Il y en a une aux Pays-Bas aussi et il y en a en Allemagne. Mais c'est toujours en évolution. Et finalement, nous avons aussi des litiges fondés sur la reconnaissance d'un devoir de diligence en common law, ce qui était à la base une des nombreuses allégations dans la seule cause de travail forcé impliquant une multinationale qu'on a au Canada, Araya contre Nevsun Resources, dont je vais parler quelques fois. Mais ça a été aussi en Grande-Bretagne à la base de plusieurs tentatives de décision. Parce que on n'obtient pas de jugement au fond, on réussit simplement à apporter une cause puis obtenir qu'elle ne soit pas rejetée ou pas être chanceux puis elle est rejetée sur une objection préliminaire. Mais aux Pays-Bas, ils ont réussi quelque chose de plus avancé. Alors, la question, puis ça, c'est le bénéfice d'avoir une étudiante qui vient me voir dans mon bureau et me dit, moi, le travail forcé, ça me préoccupe. Qu'est-ce qu'on fait en droit contre ça? Je suis comme, ah ben, il y a toutes sortes de normes. Elle dit, oui, mais qu'est-ce que ça donne pour les victimes? Je dis, ah, c'est une bonne question. Je pense que ça donne rien. Mais
pas sûr quand même. Donc, l'idée un peu naïve de se dire, oui, mais si je suis une victime de travail forcé, j'ai travaillé, j'ai pas nécessairement été payée, qu'est-ce que ça me donne que il y a toutes ces belles affaires-là. Donc, c'est cette idée-là que les victimes de travail forcé ont un droit à la réparation. Comme tout travailleur ou toute personne dont les droits humains sont violés, c'est essentiel là, dans une approche de droits humains des travailleurs. Ça promet aussi, ça promeut l'agentivité des travailleurs, de penser au droit à la réparation, ça reconnaît la gravité de la violation, ça implique l'idée de compenser la perte subie, de s'attaquer à l'enrichissement injustifié des entreprises et, ultimement, l'idée serait d'encourager les entreprises à changer leur stratégie. Donc, bénéfice de penser à un droit à une réparation. Puis là, quand on dit droit à une réparation, il n'y a pas simplement l'idée d'obtenir de l'argent. La réparation, c'est plus large que ça. Il y a des aspects procéduraux. L'idée d'obtenir de l'information sur ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe qu'on soit autant dans cette situation-là? Il y a la question de l'accessibilité, de la rapidité d'un remède. Puis là, je sais que procédure, puis rapidité, puis justice, dans une même phrase, ça peut faire rire les gens, mais il y a quand même cet idéal de rapidité. Et évidemment, les aspects substantifs, la réparation en tant que telle, qui peut être une restitution, qui peut être une compensation, une réhabilitation, une satisfaction, une garantie de non-répétition des excuses. Donc, plusieurs formes que peuvent prendre la réparation. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? C'est que nous avons étudié 3 modèles de normes de gouvernance. Donc, le premier modèle, le modèle de la loi sur la vigilance française. Deuxième modèle, celui sur la divulgation, le modèle de divulgation qui a été instauré par la California Transparency and Supply Chains Act. Mais j'ai tendance à penser que notre loi canadienne est pas mal similaire. Et finalement, le devoir de diligence en vertu de la common law en regardant quelques décisions. Alors, nous allons étudier les modèles, mais aussi les décisions judiciaires qui les mobilisaient. Alors, nous avons regardé notamment les aspects procéduraux et l'information. Donc, qu'est-ce que ça donne, ces 3 modèles-là, au niveau de l'information? Mais ça donne une certaine investigation des faits en France, mais limitée parce que ça se fait avec l'auditing, avec comment dire, l'audit social, un système qui fonctionne dans le plus grand secret et sans transparence. Les processus et les résultats des audits sont généralement confidentiels et et même les cas de travail forcé ne sont pas nécessairement signalés aux autorités ou au public. Seules les entreprises qui ont payé, commandé pour les audits ont accès aux résultats. Et les travailleurs ne peuvent pas vérifier les informations pour obtenir des mesures correctives. Donc, limite de l'audit. En Californie, une certaine investigation est faite théoriquement. L'idée, c'est d'inciter les compagnies. On demande aux compagnies de dévoiler qu'avez-vous fait pour connaître l'état du travail forcé dans vos chaînes d'approvisionnement. Et si la réponse est je n'ai rien fait, c'est une réponse juridiquement valide. Les travailleurs peuvent avoir de la difficulté à prouver le recours au travail forcé pour un produit spécifique. Dans Sud contre Costco Wholesale, Sud poursuivait Costco en disant que vous vendez des crevettes, puis les crevettes ont été produites en Thaïlande, puis en Thaïlande, il y a beaucoup de situations de travail forcé. Ils n'ont jamais réussi à prouver que les crevettes qu'ils avaient achetées dans ce sac-là venaient de Thaïlande. Elles pouvaient venir du Vietnam. C'était pas clair. Donc, exonération de la compagnie. Donc, ce n'est pas si facile d'obtenir des faits. En common law, c'est encore plus compliqué. C'est les plaignants eux-mêmes qui doivent investiguer. Alors, il y a aussi la question, est-ce que c'est par une tierce partie indépendante? Et c'est seulement en Californie que les sociétés mères doivent préciser si l'audit a été fait par une société indépendante. Pour le reste, il n'y a pas vraiment ça.
En question de transparence, en France, beaucoup de rapports sont obligatoirement déposés en vertu de la loi sur la vigilance, mais c'est des rapports très superficiels, souvent. C'est comme tout est beau, tout est merveilleux et plein de belles photos de travailleurs souriants. C'est ça? Oui. Avec une coupe d'éolienne en arrière. Encore, il faut trouver les rapports. En plus, bon, voilà. Alors, parce que c'est noyé dans des rapports de gestion. Ah oui. En Californie, les rapports sont publics. Ils sont obligés de le mettre sur leur site web. Et voilà. Au Canada, de toute façon, quoi que je vous dise, au Canada, c'est moins bon. Le processus judiciaire, certes, et les décisions sont publiques, sauf s'il y a une entente hors cours. Là, on ne sait plus rien. Bon, qu'en est-il de l'accessibilité? L'accessibilité, c'est vrai que théoriquement, surtout avec la loi sur la vigilance, il y a une portée extraterritoriale. Il y a une portée qui traverse les limites corporatives de la société mère. Mais la responsabilité va être retenue uniquement si le plan de vigilance est lacunaire, si c'est à cause du plan de vigilance que la personne a subi un dommage. Si, indépendamment du plan de vigilance, elle aurait subi un dommage quand même, pas de responsabilité à la société mère. En Californie, il y a une portée aussi extraterritoriale. Théoriquement, ça traverse les limites corporatives. Mais maintenant, j'aimerais vous parler de la défense du safe harbor. La défense du safe harbor dit que si une entreprise se conforme à la loi d'une juridiction, on ne peut pas la poursuivre. Alors, M. Barber a poursuivi Nestlé Canada parce qu'il alléguait que dans la nourriture de chat, il y avait du poisson, puis le poisson venait de Thaïlande, puis en Thaïlande, il y avait du travail forcé. Bon, toujours la même histoire. Qu'est-ce que Nestlé a dit? Nestlé a dit, je me suis conformé à la loi californienne qui exige que je divulgue si je fais des efforts pour dépister le travail forcé. J'ai divulgué les efforts que j'ai faits, alors vous ne pouvez pas me poursuivre. Et ça a été accepté. C'est une doctrine qui existe et qui est employée pas seulement en Californie. Finalement, au Canada, ici, je vous parle de la difficulté d'obtenir une portée extraterritoriale. C'est un enjeu juridique complexe. Il faut établir le devoir de diligence de la société mère et c'est du cas par cas. Alors, à chaque fois, il faut prouver que la société mère, c'était prévisible pour elle et qu'il y avait une certaine proximité avec la filiale. Et ensuite, c'est très difficile de faire certifier une action collective. Donc, dans Araya contre Nefsun, juste pour vous dire un mot sur cette histoire, ça se passe en Érythrée, un pays qui a instauré un travail, un service militaire à perpétuité pour ses travailleurs. Alors, ça tombe bien, une compagnie minière canadienne, Nevsun, s'installe en Érythrée pour ouvrir une mine et, ouf, plein de main-d'œuvre locale qui sont engagés par l'armée en conscription perpétuelle. C'est pas mal une bonne définition du travail forcé. Le système judiciaire érythréen n'est pas très propice à porter une action contre la compagnie minière canadienne. 3 sur plus d'un millier de conscrits érythréens qui ont travaillé à la mine, 3 ont réussi à fuir l'Érythrée et ont engagé l'action. Ils ont désiré faire certifier une action collective pour les milliers qui étaient restés en Érythrée. Les tribunaux n'ont pas accepté. Alors, je ne lirai pas toutes les choses sur les barrières. Que dire sur la vitesse? La vitesse générale, je veux dire, c'est même pour des standards juridiques, c'est déplorable. Donner l'exemple en France, Total Énergie, c'était le plan de vigilance de 2017 qui a été contesté et le rejet est arrivé en juin 2024. Puis donc, on est toujours resté au stade préliminaire pour les autres actions. Dans Nevsun, les événements se produisent entre 2008 et 2012. Le temps qu'on se rende en Cour suprême sur la requête préliminaire, on gagne, ce qui permet probablement un règlement hors cours en novembre 2020.
Et finalement, pour ce qui est des réparations, que dire? Souligner pour la France, qui est le meilleur système d'une certaine façon, mais les victimes auront réparation seulement si c'est la lacune du plan de vigilance qui a causé la violation. Donc, cet enjeu de la causalité est très difficile à démontrer. Et dans Sud contre la Poste, on a vu ça. Euh, donc, dans Sud contre la Poste, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que le tribunal judiciaire de Paris ordonne à l'entreprise d'améliorer son système de suivi et d'efficacité des mesures mises en œuvre parce qu'on trouvait que les mesures mises en œuvre étaient aléatoires et incomplètes. Mais là, il y avait une injonction demandant à la société d'élaborer des mesures plus précises pour prévenir le harcèlement, risque pour santé mentale ou sous-traitance illicite. Et ça a été refusé parce que le tribunal a considéré que c'était à la société mère de déterminer elle-même, en concertation avec les parties prenantes, comment répondre de manière appropriée aux mesures demandées. Alors, cette discrétion de la société mère existe en droit français. Cette difficulté de la causalité de reconnaître est aussi complexe. En droit californien, il n'y a absolument aucune possibilité de compensation. Théoriquement, le procureur général de Californie pourrait intenter une action pour obliger les entreprises à faire un dévoilement de leurs efforts, mais ça n'a pas été fait depuis 2012, où la loi a été votée. Donc, je m'y attends pas à ce que ça arriverait bientôt. Devoir de diligence en droit canadien, ben, c'est encore une fois, il faut prouver qu'il y avait un devoir de diligence. Il faut prouver que la victime a subi une violation à cause du manquement à ce devoir-là. Puis, c'est jamais arrivé encore en commune law. Alors, qu'est-ce que les normes de gouvernance concernant le travail forcé apportent en termes de réparation? Bien, il y a quelques améliorations. De dire qu'il n'y a pas d'amélioration, ça serait exagéré. La plupart des améliorations sont procédurales. Les réparations sont impossibles en Californie, théoriquement possibles en France si les dommages sont causés par un plan de vigilance défaillant, et au Canada, encore utopique, il y a trop de barrières à traverser. Le problème, la mise en œuvre du devoir de diligence peut servir de défense en Californie et en France. De dire j'ai adopté un bon plan de diligence peut permettre de faire une défense. Alors, ma question, avec l'adoption de la loi au Canada pour prévenir le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement, est-ce que ça pourrait constituer une défense pour les entreprises? Et dans ce cas-là, est-ce que le prix en vaut la chandelle? Je pense qu'il faut y réfléchir très fort. Pour que le prix d'une législation de divulgation ou de vigilance soit justifié, on doit donner aux travailleurs un recours judiciaire clair, à mon avis, contre les entreprises qui dirigent les réseaux de production nationaux et internationaux. Ça doit également aussi obliger les entreprises à utiliser des indicateurs normalisés, clairs, de c'est quoi l'efficacité des efforts efficaces pour prévenir le travail forcé ou abolir le travail forcé. Et finalement, on devrait, dans un monde idéal, avoir un régime de responsabilité stricte assorti d'un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable pour diminuer la charge de preuve pour les victimes. Merci beaucoup.